la soupe primitive, celle de laquelle la première forme de vie est apparue, j'ai envie de croire que c'était une fermentation, et je pense que ça devait être une fermentation, puisque c'était des bactéries en fait qui ont été les premières formes de vie sur Terre. Et puis, ces micro-organismes, ça nous permet d'avoir un sol vivant. Donc, on en a besoin en agriculture. Les micro-organismes, c'est aussi ce qui nous permet de digérer tous les jours. Donc, c'est ce qui nous habite, finalement. On est colonisé. Si on reprend un terme un peu de domination, on est vraiment colonisé par ces micro-organismes, ces bactéries, ces levures, ces champignons qui se trouvent partout autour de nous, dans l'environnement, sur nous et puis à l'intérieur de nous. Quand j'ai quitté Bruxelles et mon boulot de conseillère juridique, je voyais les saisons passer, mais je les voyais par la fenêtre où je levais la tête et je voyais, ah tiens, les feuilles sont oranges. Et puis, ah bah tiens, il n'y a plus de feuilles et c'est l'hiver. Il n'y avait pas cette finesse d'observation, alors que depuis que je suis paysanne, il y a vraiment au quotidien cette observance du monde qui évolue de manière constante sur ces cycles et sur ces saisonnalités. Et la fermentation, elle nous rappelle ça aussi, c'est que la fermentation, quelque part, on veut prolonger le temps, mais on veut aussi capturer les saisons. On a mis en place donc 5 hectares de blé ancien, donc variétés anciennes. On a du houblon en verticalité, donc en tipi. On a mis en place 500 fruitiers. Des espèces du Conservatoire régional de Nouvelle-Aquitaine pour préserver la diversité variétale. On a aussi mis des haies champêtres, donc on recrée des bocages. On a mis en place un jardin en permaculture, donc sur un demi-hectare, donc sur butte permanente avec mulch de foin. On a aussi des porcs noirs gascons. On a 30 moutons de race soy, donc qui est une race primitive. Et on a aussi notre gros projet, c'est 1,5 hectare en vitiforesterie. Nous habitons la Terre, tout comme les micro-organismes habitent la Terre et nous habitent. Ils sont partout. Le livre Fermentation Rébellion de Tien Huynh Do, que tout le monde appelle Huynh, a activé en moi une envie folle de fermenter et de manger des aliments fermentés comme un acte politique pour le vivant. Après une carrière de conseillère en droit de l'environnement, Huynh est devenue paysanne, cueilleuse. Avec son mari Florent, ils prennent soin du domaine de Combriac, en plein cœur du Périgord pourpre. Dans cet épisode, Huynh raconte comment son quotidien de paysanne, puis la pratique de la fermentation ont transformé son rapport à la vie, à la mort, au cycle et au fonctionnement de notre société. Cette écoute, je l'espère, vous permettra de goûter un peu du livre d'Huynh, que je vous conseille évidemment de vous procurer. Chaque épisode de la saison 5 a un lien avec le précédent. Dans le précédent épisode, je rencontrais Samuel Lewis. Là, ce que j'ai envie de semer comme graine dans vos esprits et vos cœurs, c'est que recréer un mini-bocage a permis à Samuel d'avoir envie d'habiter ces terres arborées, de peupler les fermes comme le faisaient les paysans avant le remembrement agricole. Aujourd'hui, Huynh nous invite à puiser dans les sagesses de nos ancêtres pour réinvestir notre autonomie alimentaire en semant la vie dans nos intestins et évidemment dans les sols et donc dans les paysages. Je suis Opaline, créatrice du podcast Agroécologie Voyageuse, et cet épisode fait partie de la série Habiter la Terre de la saison 5, qui a pu exister grâce au soutien précieux de donatrices et donateurs. Aujourd'hui, je remercie du fond du cœur Xavier, Axel, Louis, l'écolieu Etika Mondo, Charlotte, Lucille, Laurent, Sophie, Rémi et Vincent. Belle écoute! Bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse. Bonjour Huynh. Bonjour Opaline. Alors déjà, j'avais envie de te remercier. Déjà pour ton cheminement, parce que tu as fait 584 km pour rejoindre Port-Louis dans le Morbihan aujourd'hui. J'en profite pour remercier la Dame Blanche, une librairie qui nous accueille
pour enregistrer ce podcast et puis pour un échange qui aura lieu ce soir sur ton livre. Donc Fermentation, Rébellion aux éditions des Équateurs. Et puis j'ai envie de te remercier aussi pour ton chemin de vie de conseillère en droit de l'environnement. Tu me diras si j'ai dit des bêtises, tu pourras compléter. À paysanne cueilleuse. Et puis tu es aussi mère, femme, épouse, être humain, paysanne, vigneronne, être vivant tout simplement. Et puis un être humain en transformation perpétuelle comme tes bocaux de fermentation. Et j'ai envie de te remercier d'avoir écrit ce livre qui est vraiment une pépite. Les phrases sont croustillantes et savoureuses comme un aliment fermenté et sa palette de goûts si diverses. J'ai eu l'occasion de faire mes petites fermentations et j'ai compris ce que ça voulait dire. Et vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux à certains moments. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir te rencontrer aujourd'hui parce que j'avais déjà prévu il y a longtemps de faire un podcast avec toi, mais ça s'est pas fait. Petit clin d'œil à Margot des Apicultors qui m'avait donné ton contact. Et un dernier élément dans cette longue introduction, c'est que ce livre m'a parlé parce que ce podcast s'appelle Agroécologie voyageuse et tu plaides pour la découverte et l'apprentissage des cultures, la circulation des savoirs à travers les régions, les pays. Et la lecture m'a replongée dans ces moments où je mettais le cacao et le manioc à fermenter dans les fermes agroforestières au Brésil, et puis la découverte du natto, soja fermenté et visqueux, que j'ai beaucoup aimé au Japon, et j'ai appris plein de choses sur cette pratique-là. Voilà, donc ce livre pour moi c'est une ode aux ferments de vie qui peuplent la terre et donc nos corps. Donc j'ai envie de te poser une première question. Comment tu te sens cet après-midi, Huyenne ? Et est-ce que tu peux nous partager, puisque tu le dis sur tes réseaux sociaux aussi dans le livre, quelque chose qui t'a émerveillé aujourd'hui ou ces derniers jours ? Merci Opaline de m'inviter pour cette très très belle introduction, très complète et très riche. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éléments dont on pourra discuter effectivement. Écoute, je vais bien. Je suis très contente d'être à Port-Louis aujourd'hui. Ça a été un long cheminement, un long chemin, parce que bon, voilà, c'est pas la porte à côté d'où je viens, donc Bergerac en Dordogne. Mais ce qui m'a émerveillée aujourd'hui, c'est juste voilà, de sortir du train et de me retrouver sur un bateau avec un grand ciel bleu, le soleil, le bruit des vagues. Donc je me suis posée sur la plage aussi en arrivant à Port-Louis pour juste avoir ce bruit très revigorant de la mer. Et donc ça fait du bien, ça apaise et puis ça donne beaucoup d'énergie, effectivement, le bord de mer. Donc je suis très contente d'être là. Merci. Alors, ce podcast, cet épisode fait partie de la saison 5 qui démarre tout juste. J'en profite pour remercier au passage les personnes qui m'ont soutenu pour financer cette saison. Et le thème de cet épisode c'est habiter la terre. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour introduire cet épisode sur ce thème-là ? Alors, effectivement, par rapport au thème du livre qui est Fermentation, Rébellion, et donc la fermentation de manière générale, c'est sûr que on a été, ça nous rappelle combien on a été déconnecté du vivant de manière générale, mais du vivant visible, mais aussi du vivant invisible. Tous ces micro-organismes sans lesquels il n'y aurait pas de vivant, pas de vie sur Terre. La fermentation, j'ai toujours envie d'y croire, je ne sais pas si scientifiquement c'est vrai ou pas, mais la soupe primitive, celle de laquelle la première forme de vie est apparue, j'ai envie de croire que c'était une fermentation, et je pense que ça devait être une fermentation, parce que c'était des bactéries en fait qui ont été les premières formes de vie sur Terre.
Et puis, ces micro-organismes, ça nous permet d'avoir un sol vivant. Donc, on en a besoin en agriculture. Les micro-organismes, c'est aussi ce qui nous permet de digérer tous les jours. Donc, c'est ce qui nous habite, finalement. On a plus de... On est colonisé, si on reprend un terme un peu de domination. On est vraiment colonisé par ces micro-organismes, ces bactéries, ces levures, ces champignons qui se trouvent partout autour de nous, dans l'environnement, sur nous et puis à l'intérieur de nous. Et se plonger dans le monde de la fermentation, c'est ça aussi, c'est se donner les moyens de développer une nouvelle pensée par rapport à notre rapport au monde, et un rapport au monde qui a été totalement bouleversé justement par un siècle, presque un siècle, un peu moins, mais d'agro-industrie, d'agriculture intensive, de capitalisme. Donc vraiment, la fermentation et fermentation rébellion, c'est ça que ça raconte, c'est comment est-ce que la fermentation, qui est une pratique très très concrète, qui permettait en fait à l'origine de préserver, de conserver les aliments, nous ramène à une pensée à la fois écologique, politique et aussi philosophique du monde. Finalement, moi je dis souvent qu'on ne peut pas faire de l'agroécologie à l'extérieur si on ne la vit pas à l'intérieur. Donc, dans nos intestins, dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos croyances, dans nos modes de pensée en fait. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment toujours ce parallèle que je fais aussi souvent entre l'écologie intérieure et l'écologie externe. Et c'est vrai qu'avoir un microbiote, parce que c'est ça la fermentation aussi, c'est la diversité des bactéries qui nous habitent, qui habitent notre corps, qui nous permet évidemment d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur système immunitaire, mais aussi, on le sait maintenant, que l'estomac est le deuxième cerveau, est notre deuxième cerveau. Il y a vraiment un lien direct entre les cerveaux et l'estomac, et qu'avec un microbiote qui est équilibré, qui est diversifié, en fait, on peut mieux gérer ses états d'humeur, on peut mieux gérer les états même dépressifs. Des études scientifiques convergent et le montrent clairement aujourd'hui, que ça a une influence sur notre mentale, sur notre santé mentale. Et je pense effectivement que une santé mentale ou une écologie intérieure qui est apaisée, qui est alignée, nous permet ensuite de pouvoir agir de manière signifiante, mais on ne dit pas signifiante, de manière significative sur le monde. Et il y avait cette phrase que j'utilisais souvent aussi avant, qui était par la reconnexion à la nature, on retrouve en fait d'abord le lien à soi, le lien aux autres, et le lien à la terre en fait. Et tout ça est profondément lié, tout est lié. Si t'étais pas devenue paysanne, est-ce que tu penses que tu n'aurais peut-être pas pu parler de fermentation de cette manière-là ? Ah non, mais c'est sûr. Si j'étais pas devenue paysanne, je serais restée ce que j'étais, c'est-à-dire donc j'ai fait des études de droit européen, et j'étais conseillère juridique sur tout ce qui était biodiversité et protection de la nature en milieu urbain à Bruxelles, et je consommais des produits fermentés. Parce que mes parents sont vietnamiens, parce que c'est très ancré dans la culture asiatique de manière générale de manger des produits fermentés. Mais en Occident aussi, on a tendance à l'oublier, mais un tiers de notre alimentation en France, dans les pays occidentaux, découle aussi de la fermentation. C'est évidemment le vin, la bière, les fromages, les yaourts, mais pas que. C'est la moutarde était fermentée, les olives sont fermentées, les cornichons, le pain évidemment. Pas celui que vous achetez en boulangerie, mais un bon pain au levain, c'est de la fermentation. Il y a la sauce soja, le natto que tu mentionnais, que peu de gens connaissent, mais effectivement qui est du soja sur lequel on inocule une bactérie pour créer un biofilm qui va le rendre très digeste, très intéressant au niveau de la santé, mais aussi avec un maximum de goût. La fermentation, c'est surtout ça, c'est le goût. Et c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent avoir un sentiment un peu de répulsion au départ quand on leur dit fermenter. Ils confondent ça avec de la pourriture ou de la putréfaction ou de la dégénérescence. C'est pas du tout ça. La fermentation, c'est une transformation métabolique des choses. En fait, c'est des matières organiques qui vont être digérées par des micro-organismes et qui vont les transformer. La méthanisation, c'est de la fermentation. Le fait de digérer, c'est de la fermentation. Le compost,
ou la création de humus, c'est de la fermentation. Le fait d'utiliser un purin d'ortie dans votre jardin ou un purin de consoude pour fertiliser vos plantes, c'est de la fermentation. Donc il y a vraiment ça se décline constamment et quotidiennement dans nos vies. Et évidemment, il y a la fermentation alimentaire qui est la plus pas intéressante, je veux dire, mais en tout cas qui apporte énormément aux êtres humains sur un aspect culinaire, gastronomique, diversification aussi. Et donc c'est vrai que si je n'étais pas devenue paysanne, si j'avais pas évolué dans un milieu, dans un secteur, donc agriculture biologique, réflexion sur le vivant, et le fait que à côté de ça, je suis devenue vigneronne aussi, il y a toute cette pensée autour de la fermentation. Qu'est-ce que la fermentation ? Parce qu'il peut y avoir une fermentation industrielle qui se produit. Justement, le pain qu'on achète, c'est une fermentation industrielle puisqu'on va utiliser des levures industrielles, donc de la poudre qu'on va ajouter à de la farine pour faire gonfler le pain, mais c'est une fermentation qui n'est pas la fermentation longue d'un pain en levain, qui va prédigérer le gluten, qui va complexifier les arômes, qui va permettre aussi de rendre le pain beaucoup plus gustatif, avec beaucoup plus de goût. Et c'est exactement la même chose pour le vin. 99% des vignerons et vigneronnes, même en bio, vont utiliser des levures industrielles, des levures sélectionnées pour faire partir les fermentations. Et nous, on fait partie, avec mon mari, des 1% qui vont utiliser les levures indigènes, qui vont accompagner les levures indigènes qui se trouvent naturellement sur les raisins pour faire partir les fermentations. Et avec un pied de cuve. En fait, on peut soit juste récolter les raisins et la fermentation se fait de manière spontanée, ou bien nous, on essaye quand même d'avoir une certaine garantie que ça ne va pas partir dans tous les sens, qu'on veut certaines bactéries, on ne les veut pas, ou on veut favoriser certaines levures, justement les levures qui permettent la fermentation alcoolique, et donc on crée un pied de cuve, et le pied de cuve, c'est exactement comme le levain qu'on va utiliser, qu'on va nourrir régulièrement pour fabriquer son propre pain. C'est le même raisonnement. Et donc oui, donc le fait d'être sur un vignoble avec des fermentations m'a amené à approfondir cet univers, à vraiment commencer à... C'est comme l'écologie, il y a plein de portes qui nous font rentrer dans une conscience écologique. Pour certaines personnes, ça va être l'alimentation, pour leurs enfants, d'autres, ça va être l'habillement, encore d'autres, ça va être les produits cosmétiques. Enfin, il y a vraiment plein de portes d'entrée. Et la fermentation, il faut savoir que c'est quelque chose qui est pratiqué depuis la nuit des temps. Nos ancêtres fermentaient le pain, le lait, les viandes depuis plusieurs milliers d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être inventé. Et justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de réfrigération ou de congélation ou de pasteurisation, qui est en fait une méthode assez moderne finalement. C'est grâce à la fermentation qu'on a pu conserver les aliments. Le saucisson, c'est de la fermentation. On a parlé du fromage, on a parlé du pain, mais donc tout ça permet de prolonger la vie des aliments. On peut s'intéresser au yaourt et vouloir faire son propre yaourt. On peut vouloir faire son propre pain. Pendant le Covid, il y a énormément de personnes qui ont remis la main à la pâte, vraiment littéralement, pour retrouver ce geste ancestral de faire son propre pain. Il y en a qui vont vouloir faire leur bière, d'autres vont vouloir faire du miso, leur propre sauce soja, ou manger du natto, ou voilà. Donc il y a vraiment, ou bien les légumes lactofermentés, les bocaux, les cornichons, les olives, voilà, tout ça c'est de la fermentation. Et une fois qu'on est rentré par une petite porte, hop, le monde de la fermentation s'ouvre et on se rend compte en fait que c'est illimité et que c'est infini, que c'est sans fin, parce que dans toutes les cultures, tous les pays, toutes les civilisations, vous pouvez le retourner dans tous les sens, il y a toujours eu de la fermentation. De l'Alaska en fin fond de l'Amérique latine, comme tu le disais effectivement avec le manioc ou le café, aux pays asiatiques, partout dans le monde, il y a eu de la fermentation parce que c'était la seule manière de pouvoir conserver les aliments et pouvoir faire face à des périodes soit de famine,
enfin, justement, se prémunir contre les périodes de famine, ou bien de préserver l'abondance. C'était vraiment cette idée d'une forme d'épargne, en fait. Le bon sens paysan, c'était ça, c'est que on avait des récoltes. Certaines années, c'était des récoltes qui étaient très abondantes, qui se passaient très bien. Donc, on stockait en prévision des années où ça allait moins bien se passer. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une agriculture intensive et productiviste qui veut que chaque année, on ait des rendements et que chaque année, il y ait tel niveau de productivité, de production. Sinon, sinon économiquement, ces structures agricoles ne s'en sortent pas. Or, si on travaille vraiment avec la nature, si on revient vraiment à une relation avec le vivant, il faut accepter en fait que c'est aléatoire et qu'une année n'est pas l'autre et que donc il y a certaines années où il va y avoir énormément de tomates ou énormément de pommes et qu'on va les garder, ou que quand tu as un animal, c'était pas l'idée, c'était pas il n'était pas vendu en barquette en supermarché, et qu'il fallait prolonger la durée de conservation de ce produit pour pouvoir aller piocher l'hiver, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, pour pouvoir se nourrir. Il y avait vraiment cette notion de subsistance qui était très forte et très importante. Comme un carnet intime, notre flore intestinale raconte notre existence, nos voyages, nos modes de vie. Notre passé microbien s'articule comme un feuilletage, au gré de multiples couches sédimentaires, passées de génération en génération ou accumulées au fil de notre vie. Notre corps accueille des milliers de micro-organismes et nous le rendent bien. Désormais, nous prenons conscience également qu'en les conviant à notre table, nous contribuons à préserver cet héritage si riche et essentiel à la vie. Page 54. En fait, et la cuisson et la stérilisation vont induire des produits inertes. On momifie les choses. La stérilisation, on le prend souvent comme un moyen de conserver sûr, sécuritaire, etc. Or, ça ne l'est pas déjà au niveau de la sécurité alimentaire. On l'a vu, il y a eu quelques exemples ces derniers mois où le fait de mal stériliser ou de ne pas stériliser en fait, pouvait provoquer le botulisme, qui est une intoxication alimentaire qui peut parfois aller jusqu'à la mortalité. Mais effectivement, la fermentation, on préserve la vie, puisque les micro-organismes vont opérer une transformation, mais ils vont continuer à être là. Donc on est vraiment sur un aliment, une alimentation vivante, et on n'est pas sur quelque chose de momifié, de mort, comme un bocal de coulis de sauce tomate qui a été chauffé pendant 3 heures pour éliminer tous les germes, même les bénéfiques, même ceux qui ne nous font aucun mal. Il y a eu une chasse contre les microbes. Il y a eu à un certain moment donné dans l'histoire un problème d'hygiène, et une meilleure hygiène a permis d'augmenter la longévité, de réduire les mortalités et d'avoir des meilleurs soins médicaux. Mais on est arrivé vraiment à un extrême d'hygiénisme et d'une société javélisée où on part à la chasse de tous les microbes, de tous les germes, alors qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont néfastes pour nous. La plupart sont juste neutres. En fait, comme dans des relations humaines. J'aime bien faire le rapport comme ça aussi, c'est que dans toute relation humaine, il y a des gens autour de nous qui sont un peu toxiques. On va essayer de les éviter, mais c'est pas la majorité des gens. C'est 1 ou 2 personnes, je l'espère pour tout le monde. Et on va essayer de tendre vers le plus de personnes bénéfiques autour de nous. Et la plupart des relations sont aussi neutres, en fait. Voilà. Et la fermentation, ou le monde de l'invisible microscopique, nous permet aussi, par des métaphores, de revenir à de nouvelles formes de relations, de rapport aux autres, comme on disait en début de podcast, et vraiment s'inspirer de ça et de se dire, en fait, les micro-organismes ne sont pas forcément dans des relations de concurrence, de compétition ou de destruction. C'est juste des micro-organismes qui cohabitent, qui sont dans des relations, comme je disais, souvent neutres entre elles.
ou positive, parce que voilà, la fermentation, c'est vraiment cette transformation positive, bénéfique. Et si quelque part, ça pouvait nous inspirer pour retrouver un sens à nos relations et retrouver un moyen de faire société, en fait, c'est ce que j'ai envie de croire, en fait, avec ce livre Fermentation Rébellion, c'est d'arriver à développer cette nouvelle pensée autour de la fermentation qui puisse apaiser les relations à la fois humaines et à la fois avec tout le reste du vivant. C'est rigolo parce que toi, tu l'as particulièrement développé à travers la fermentation, et moi avec la vie du sol, parce que je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans le sol pour l'appliquer aux relations humaines et à ce qui se passe entre humains. Dans fermentation, il y a ferme. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite audio de la ferme, de la terre dont vous êtes gardienne avec Florent? C'est marrant, en fait, j'avais jamais pensé effectivement que dans fermentation, il y avait ferme. Mais donc, souvent, on me dit fermentation rébellion, il y a rébellion. Mais on en parlera plus tard, parce que j'aime bien aussi parler du choix. Pourquoi le mot rébellion, alors que ça pourrait être fermentation révolution, ou enfin voilà, ça aurait pu être plein d'autres choses. Effectivement, donc je vous fais une petite visite audio de la ferme. Quand nous, on s'est installé en 2018, donc on a repris, c'est une reprise de vignoble, de celui de mon beau-père. Et c'était un vignoble qui était très typique du sud-ouest du Bergeracois, donc traditionnel, conventionnel, avec un objectif de rendement sur des vins pas très, qui étaient bons, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas, ils se dénotaient pas ou ils se démarquaient pas. Et quand nous on a voulu s'installer, notre objectif vraiment premier, c'est de se dire, nous on veut ramener la biodiversité et on veut sortir dans la mesure du possible de cette monoculture, parce que la vigne, c'est quand même une grosse monoculture. Vous voyez bien, c'est des rangs de vignes qui s'étendent sur des mers comme ça. Quand on va dans le Bordelais, c'est des mers de vignes, des haies bien rognées, bien taillées. Certains trouvent ça très très joli, mais c'est vraiment de la monoculture à l'état pur. Donc on a réduit, il y avait 17 hectares de vignes, on a réduit à 12 hectares. Sur 25 hectares au total de surface. Et à côté, on a mis en place donc 5 hectares de blé ancien, donc variétés anciennes. On a du houblon en système d'agroforesterie, en verticalité, donc en tipi, sur des mâts vivants en partie. On a mis en place 500 fruitiers. Des espèces du Conservatoire régional de Nouvelle-Aquitaine pour préserver, parce que ça aussi c'est un objectif qu'on s'est mis, c'était comment préserver la diversité variétale. On sait bien que voilà, la banane c'est une variété, on connaît qu'une seule variété, la Cavendish. Les pommes en supermarché, c'est la Gala, la Pink Lady, la Granny Smith, la Boscov quand on est un peu foufou, alors qu'il y a 8000 variétés de pommes au monde. On est vraiment en train d'assister à un appauvrissement dans nos assiettes de cette diversité de variétés qui peut exister dans la nature. Et si nous, en tant que paysans-paysannes, on ne contribue pas en fait à garantir une diversité, je trouve qu'on loupe aussi, on rate un petit peu aussi voilà, notre vocation à revenir justement à habiter le monde de manière consciente et pleine. Donc on a été chercher des variétés du conservatoire de Nouvelle-Aquitaine, mais on a aussi anticipé le changement climatique en plantant des arbres du futur. Donc on a aussi mis du yuzu, du poivre du Sichuan, des pacaniers, du feijoa du Brésil, du chèvrefeuille de Sibérie, voilà, donc toutes des essences qui potentiellement sont déjà aptes à s'adapter au changement climatique en cours. On a aussi mis des haies champêtres, donc on recrée des bocages, donc on a mis 1 kilomètre de haies champêtres. On a mis en place un jardin en permaculture, donc sur un demi-hectare, donc sur butte permanente avec mulch de foin, qui permet de produire toutes les essences potagères, les espèces potagères qui nous permettent, nous, de nous nourrir et qu'on redistribue aussi aux personnes qui travaillent avec nous à Combriac. Donc sans travail de sol et surtout sans irrigation. Donc le mulch permet vraiment de n'arroser à
aucun moment, même en 2022 ou 2023, quand on avait des épisodes caniculaires à 42-45 degrés, parce que c'est ça notre réalité maintenant dans le sud-ouest, il n'y a jamais eu d'eau apportée et ce jardin produit sans aucun problème. On a aussi des porcs noirs gascons, race qui a failli disparaître dans les années 80 et qui maintenant a été sauvée de cette disparition, de cette extinction, mais donc nous contribuons, on continue. On a 30 moutons de race soy, donc qui est une race primitive qui n'a presque pas connu qui n'a pas connu de modification génétique parce qu'elle a longtemps subsisté sur justement l'île écossaise de Soy, où elles n'ont été retrouvées que dans les années 60. Elles avaient été apportées par les Vikings, donc à l'âge de fer, et n'avaient pas évolué génétiquement depuis. Et donc c'est une race qui délaine naturellement, qui est très rustique, qui a un petit gabarit, qui génétiquement est très proche du mouflon sauvage qui lui a disparu. On a aussi donc des chèvres, tout ça c'est pour les copâturages et pour l'entretien de nos espaces. Et on a aussi notre gros projet, c'est 1,5 hectare en vitiforesterie, où on a planté 4000 arbres avec 4000 pieds de vigne. Puisque la vigne est une liane, l'idée c'est que la vigne grimpe sur l'arbre, donc retrouve son écosystème naturel ou originel, et que les arbres, donc pour créer une forêt viticole, où les arbres, par leur feuillage, puissent créer de l'ombre et donc des puits de fraîcheur pour à nouveau essayer de lutter contre ces épisodes caniculaires. On sait que le delta entre une forêt et la plaine sur des épisodes caniculaires peut aller jusqu'à 6 degrés. C'est énorme. Pour nous, entre 42 degrés et 36 degrés, ça ferait énormément de différence puisque tout l'enjeu, c'est que le taux de sucre des raisins ne s'envole pas pour ne pas se retrouver en 2040 avec des vins qui font 19 degrés. Quoi. Voilà. Donc ça, ce système de vitiforesterie, il est assez unique. C'est vraiment une expérimentation. On veut vraiment ramener de la biodiversité, on fait de la complotation de cépages, donc des cépages oubliés du sud-ouest, des cépages rares ou des cépages qui viennent d'autres régions. Et sur les arbres, on est sur 35 essences différentes d'arbres. Et vraiment, quand je parle de biodiversité, c'est biodiversité variétale, mais aussi ça permet de créer des espaces pour la petite faune, pour les insectes, les pollinisateurs. Enfin voilà, donc on croit en ce projet et on espère vraiment que ça pourrait devenir une inspiration ou un modèle pour d'autres, pour pouvoir être plus résilient, s'adapter. Il faut vraiment, on a un stade où il faut s'adapter en fait. Comme la fermentation, c'est sur le temps long. On ne fermente pas en quelques minutes ou en quelques heures. Un bon fromage, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de fermentation pour qu'il développe tous ses arômes, tous ses goûts. Et la résilience, c'est ça aussi, anticiper le changement climatique, anticiper tout ça, un nouveau contexte, on a des nouvelles conditions de vie, ça se prépare et oui, on met beaucoup d'argent, peut-être c'est de l'autofinancement, ce projet de vitiforesterie, mais au moins ça nous permet d'avoir la sensation d'agir, de ne pas être complètement impuissant et surtout parce que voilà, ça va prendre 10-15 ans pour qu'une autre forme d'agriculture puisse être mise en avant. C'est ce que Serge Zakas dit souvent en agroclimatologie. En fait, il faut 15 ans pour créer une filière. Donc, si on veut créer demain des noix de pécan ou des pistaches dans le sud-ouest, c'est maintenant qu'il faut les planter. Voilà, donc on est vraiment dans cette schizophrénie de ça se prépare, c'est sur le temps long, mais en même temps, il faut aller vite parce que c'est déjà trop tard. Mais voilà, c'est notre petite contribution à nous et c'est ce qui permet aussi de nous réveiller le matin avec un sens à notre vie et de se dire qu'on n'est pas juste des agriculteurs ou des exploitants agricoles qui produisons du vin pour le vendre et gagner de l'argent. C'est aussi un projet de vie, quoi. Le mot agriculture dérive de ager, champ, et de cultura, honorer, culte, culture, cultiver. Cultiver, c'est donc honorer avec humilité la terre et le vivant.
Et on parle de culture en fermentation également. Ainsi, on dit « j'entretiens ma culture de levain » ou « je cultive mes graines de kéfir ». La culture microbienne est quant à elle une technique de laboratoire qui autorise le développement in vitro des micro-organismes. Cultiver et fermenter portent des résonances communes que l'avènement du capitalisme n'a pas laissées intactes. Aujourd'hui, cultiver en respectant la nature est un acte militant en soi. Manger et boire fermenté pour respecter le vivant l'est tout autant. La fermentation de nos aliments est en cuisine ce que la permaculture est en agriculture. Page 75. Merci beaucoup pour cette visite. Ça donne vraiment envie de venir vous voir. Et en effet, j'ai vécu la canicule de 2022 à Belvès. C'était dur. Ouais. Et je me suis dit, je préfère vivre en Bretagne. Mais voilà, j'ai pas de ferme en Dordogne. Et dans tous les cas, quand on est gardienne d'une terre, c'est important de rester avec elle le plus longtemps possible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton quotidien sur cette ferme, comment tu œuvres au quotidien, et puis peut-être faire le lien avec la fermentation et la partie soins de la terre et cuisine, atelier, etc. Alors, mon quotidien, il est chaotique. J'ai 3 enfants aussi. J'ai pas de journée type. C'est impossible de donner une journée type parce que on est tout le temps en train de modifier le planning en fonction des contraintes de météo ou des contraintes externes liées à la commercialisation, par exemple. Souvent, on se met des tâches, on essaie d'avoir un agenda en commun avec Florent où on essaye de structurer nos journées, et puis il suffit qu'il y ait un client qui débarque, parce que souvent les clients et les clientes débarquent sans prévenir, parce que c'est toujours plus fun de débarquer sans prévenir. Et voilà, et en fait, la journée en est chamboulée. Donc j'ai pas vraiment de journée type. Après, c'est vraiment très saisonnier. On sort de notre dormance en mars, et puis de mars à novembre, c'est le grand tunnel où il y a toutes les tâches à effectuer au niveau de la vigne. Alors là, on est quand même aidé par Nicolas et Mohamed qui travaillent avec nous quasiment à l'année. Donc on peut souvent se reposer sur eux pour effectuer les tâches, même si on contribue aussi à ça pour tailler, pour attacher la vigne, pour ébrejonner. Ça fait partie de notre quotidien. Il y a tout l'aspect, malheureusement, qui est, en tout cas moi que je considère moins fun, de commercialisation et de administratif. Malheureusement, c'est ça aussi notre réalité, c'est que on n'est pas que paysans-paysannes. Derrière, il faut vendre, et il faut vendre du vin. Donc c'est pas que produire des légumes, aller sur un marché et vendre. Il faut vendre nos vins, mais en plus il faut faire la différence. Il y a beaucoup de vins sur le marché, il y a beaucoup de producteurs, productrices. Donc et puis c'est une expérience aussi très subjective où le vin va plaire ou ne pas plaire, et en fonction de ça, les gens vont l'acheter ou pas l'acheter. Et voilà, donc c'est pas uniquement moi, je vais toujours chez les 2-3 mêmes maraîchers et maraîchères que je connais, et je sais que toutes les semaines, donc il y a une clientèle régulière, récurrente qui est là. Nous, c'est pas forcément le cas, et il faut constamment batailler pour, en tout cas, se mobiliser pour vendre, et surtout dans un contexte économique qui aujourd'hui est lourd, puisque il y a l'inflation, plus une déconsommation du vin dans le monde. Donc ça, c'est la partie vraiment pas drôle et lourde. Et à côté de ça, il y a tout ce que j'adore, c'est effectivement continuer, quand je trouve le temps, à pratiquer la cueillette sauvage. C'est ça qui m'a fait rentrer dans la paysannerie. Au départ, je m'étais installée comme productrice de plantes médicinales et comestibles, et je pratiquais la cueillette sauvage. Et il y a le jardin. Et le jardin, c'est cet havre de paix où on se sent bien. En fait, on l'a vraiment créé
en tenant compte des principes de la permaculture, qui était d'avoir un cœur névralgique sur notre ferme. On a construit notre maison à l'autre bout du vignoble, à l'opposé en fait de nos bâtiments viticoles et des bureaux, et le jardin se trouve exactement au milieu, et donc c'est vraiment le cœur qui impulse et qui fait partir dans toutes les directions la maison, donc le foyer, le chai et les bureaux. Enfin vraiment, il y a vraiment cette métaphore, ou en tout cas cette analogie très forte avec un corps humain, et on le ressent vraiment. Et donc ce jardin, c'est pour moi l'élément le plus joyeux, un des éléments, c'est pas vrai parce qu'il y en a d'autres, maintenant la vitiforesterie aussi, mais comme c'était encore en projet, il n'est pas encore totalement abouti. On va récolter les premiers raisins cette année, mais le jardin, voilà, c'est à la fois les fruitiers, à la fois les légumes, à la fois les fleurs, l'émerveillement permanent de voir chaque année les asperges qui reviennent, de voir chaque année les framboises mûrir et les récolter à pleine brassée. Et puis le fait de planter et puis de se dire, de partir de cette petite graine et puis d'avoir ces plants qu'on vient pas rempoter, mais planter sous le mulch, et puis qui vont nous apporter notre source de nourriture. Donc c'est toujours un émerveillement. Et je trouve que ça a été aussi très très important dans notre vie et dans notre quotidien, qui n'est pas tous les jours facile. C'est de pouvoir prendre suffisamment de recul pour retrouver cet état d'émerveillement face à la nature, et surtout qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Quand on parle de vin ou de vignoble, les gens s'imaginent dans l'imaginaire, c'est le château avec le beau bâtiment, vraiment. Et nous, on n'a pas ça. Nous, il y a que des terres, et les bâtiments, c'est des bâtiments neufs, donc c'est pas. Et puis, en tout cas, la partie bureau, c'est vraiment pas beau, quoi. Il n'y a pas ce cachet du patrimoine. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Et que juste observer la nature et voir ce qui se passe. Et ça a été vraiment flagrant quand j'ai quitté Bruxelles et mon boulot de conseillère juridique. Je voyais les saisons passer, mais je les voyais par la fenêtre où je levais la tête et je voyais, ah tiens, les feuilles sont oranges. Et puis, ah bah tiens, il n'y a plus de feuilles et c'est l'hiver. Et pourtant, j'étais quand même sur le terrain, puisque je travaillais tout le temps, je travaillais régulièrement avec des biologistes, des botanistes ou des gardes forestiers pour transcrire en langage juridique leurs considérations de terrain par rapport à la protection de la nature. Et il n'y avait pas cette finesse d'observation, alors que depuis que je suis paysanne, il y a vraiment au quotidien cette observance du monde qui évolue de manière constante sur ses cycles et sur ses saisonnalités. Et la fermentation, elle nous rappelle ça aussi, c'est que la fermentation, quelque part, on veut prolonger le temps, mais on veut aussi capturer les saisons. Donc quand moi je mets mes tomates en bocal, en lactofermentation, c'est vraiment ça, je veux capturer le soleil, non ? Mais ça me ramène à la saisonnalité, parce que je sais que dans un monde où on peut trouver des tomates en plein hiver en supermarché, ou en fait toutes denrées, n'importe quand, n'importe où, partout dans le monde, et qu'on est vraiment sur une globalisation, une uniformisation, une standardisation de notre alimentation partout dans le monde, le fait de se dire que je fermente un produit de saison, de la saisonnalité, ça a une puissance, une résonance énorme. Et c'est comme la cueillette sauvage aussi. Je rapproche toujours les deux, la fermentation et la cueillette sauvage. Parce que la cueillette sauvage, c'est ça. Quand on va cueillir les fleurs de sureau pour en faire un pétillant, qui est une fermentation naturelle, dans ce qu'on appelle champagne des fées ou la limonade de fleurs de sureau, en fait, on est obligé d'attendre, de guetter cette saisonnalité. Ou quand les fleurs d'acacia surgissent, fleurissent, c'est souvent moi l'odeur qui me fait lever la tête avant vraiment de les voir. Et donc on en revient à aller chercher les fraises des bois. Enfin, il y a vraiment plein de plantes comme ça qui sont marqueurs dans les saisons. Et je ne connais pas de maraîchers, de producteurs ou de productrices
qui s'est dit je vais forcer le sureau et je vais le mettre sous serre pour qu'il fleurisse au mois de février plutôt qu'au mois de mai. Non, donc la cueillette sauvage nous ramène encore à ce geste ancestral, nous relie à l'humanité et à nos ancêtres pour retrouver un sens au temps et aux saisons. Et aussi, la cueillette sauvage, comme la fermentation, c'est vraiment la dernière occasion, je trouve, qu'on a, nous, notre génération, de nous réapproprier ces savoir-faire qu'on a perdus. Nos grands-parents connaissaient les plantes sauvages. Nos grands-parents savaient préparer des bocaux, préparer justement des pickles ou tuer la viande dans une optique vraiment de subsistance. Enfin, tuer la viande, tuer un animal pour récupérer la viande dans une optique de subsistance. Et on a perdu ce lien, on s'est complètement déconnecté de notre alimentation pour ne plus manger, mais juste consommer. Et retrouver ces gestes, c'est vraiment... c'est là cette résistance, cette rébellion en fait. C'est vraiment un dernier acte qui pourrait nous libérer de notre société capitaliste et de notre société de la standardisation. Si on ne le fait pas maintenant, ça va nous échapper complètement. On le voit déjà qu'on est en train d'être submergé par justement l'agroalimentaire, l'agriculture industrielle. Et c'est vraiment à nous, on a cette responsabilité de revenir à ça pour essayer de le transmettre à nos enfants pour que ça devienne pérenne. C'est ça aussi la résilience. C'est ces gestes-là. Les réflexions s'articulant autour du processus fermentaire pourraient changer notre rapport d'habiter le monde pour la rendre plus inclusive. Car l'étranger est d'abord en nous. Nous accueillons quelques 400 espèces différentes de bactéries sur notre corps, de formes et de tailles extrêmement diverses. Si bien que les scientifiques ne parlent plus d'individus, mais de holobiontes, un méta-organisme constitué par l'hébergement de plusieurs espèces qui deviennent cette unité écologique. Cette hétérogénéité invisible est une richesse indispensable à notre bonne santé. Cette société microscopique ne pourrait-elle pas refléter un monde idéal à construire à notre échelle ? Page 118. Tu parlais de saison, moi ça me parle énormément ce que tu dis par rapport aux cyclicités, aux saisons. À la page 150 du livre, tu parles de vie et de mort. Et notamment, tu écris « La fermentation nous rappelle que nous sommes porteurs de vie et de mort, de phénomènes naturels et nécessaires. Dans notre culture occidentale, notre rapport avec la mort est devenu pathologique, alors que c'est un processus normal et inéluctable. » Et l'essence même de la fermentation est la transformation. Elle agit pour produire quelque chose de différent. Et c'est là que tu parles des cuissons vives qui éliminent les micro-organismes sur nos aliments et rendent les matières inertes, alors que la fermentation maintient la vie. Et peut-être si nous gardions en tête cette idée de transformation permanente, pourrions-nous aussi aborder notre mort de manière sereine et en pleine conscience. Alors c'est un sujet tabou, mais je voulais juste partager une petite anecdote. J'ai regardé un film qui s'appelle « Vivant parmi les vivants », qui est sur Arte en ce moment, que je conseille vraiment de regarder, où on voit une jument sauvage mourir. Enfin, on voit pas sa mort, mais en tout cas, on la voit vivante, et puis on la voit morte. Et on voit petit à petit les vautours qui débarquent. Et on voit toute la scène. Et j'ai regardé, et j'ai gardé les yeux bien ouverts, et je me suis dit, au début, ça m'a fait un peu beuh. Et après, je me suis dit, waouh, mais en fait, voilà, il n'y a plus personne dans ce corps. Les animaux viennent s'en emparer, et après, on voit le petit vautour, en fait, qui naît grâce à ça, parce que ses parents ont mangé, et après, on voit les papillons, les mouches. Et en fait, en même temps, je lis ton livre, et je me dis, waouh, mais en fait, la vie est partout, et intégrer la fermentation dans notre alimentation, ça permet de mettre ça encore plus dans nos vies, quoi. Ah oui, tout à fait. Comme je disais,
on est dans un phénomène de transformation permanent. Et la mort succède à la vie, mais la vie succède à la mort. Et en fait, c'est ça qu'on a oublié. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas tant de problèmes par rapport à la mort. Si elle arrive, elle sera là. C'est peut-être parce que mes parents sont bouddhistes et qu'ils ont une autre conception aussi vis-à-vis de la mort, parce que voilà, on n'est pas dans un système judéo-chrétien de l'enfer et du paradis. Mais si on en revient vraiment à la nature et justement à comment faire société et comment retrouver un rapport au monde, c'est se rendre compte que, et ça on le sait quand on est paysan ou paysanne, que de la mort émerge la vie. C'est parce que nos corps sont rentrés en décomposition que le humus se crée et que derrière, le cycle de vie peut renaître. Donc, enfin, moi j'ai lu récemment le livre de Noémie Calais qui est plutôt Nourrir, l'appel d'une éleveuse. Épisode 53, voilà. Je crois. Et moi, ça m'a complètement bouleversée. Je lui ai écrit directement après, on ne se connaît pas, mais vraiment pour lui dire qu'elle a vraiment réussi à mettre des mots très justes sur notre rapport au vivant et donc notre rapport à la mort. Et que, oui, tu es un animal. J'ai été végétarienne pendant plusieurs années pour des considérations écologiques. Je remange de la viande maintenant parce que ça a fait partie aussi de ce cheminement de se dire déjà, pourquoi est-ce que oui, parce qu'on est des êtres pensants, mais tous les êtres vivants sont dans un écosystème et nous sommes des animaux parmi d'autres animaux. Donc en fait, le fait de dire j'arrête de manger tel animal ou tel... parce que en fait dire moi je vais plus manger de viande mais je continue à manger du poisson, c'est qu'est-ce qui justifie en fait qu'on fasse une hiérarchie et que les animaux de rente soient supérieurs aux poissons alors que ce sont des êtres vivants aussi. Pour certaines personnes disent aussi moi je mange plus les produits de la chasse et je vais manger de la viande d'élevage propre, ou bien d'autres personnes ils vont dire moi j'arrête de manger de la viande mais je continue à manger de la viande de chasse parce que la chasse voilà c'est quelque chose, tout le monde a ses petits arrangements où on pense différemment, ou il y a des personnes qui vont dire moi je ne mange plus de viande du tout, plus de produits animaux du tout. Tout ça je le respecte et je le dis à nouveau, j'ai traversé ce processus donc je sais très bien les raisonnements qui peuvent surgir dans nos têtes, mais on établit une hiérarchie. De même qu'on se dit, et donc il n'y a pas de problème de manger des végétaux, et on ne prend pas d'égard par rapport à ces micro-organismes dont on parle depuis le début, les levures, les bactéries. Donc si on était cohérent jusqu'au bout, on se dirait il faudrait arrêter de manger les produits fermentés parce qu'on mange du vivant. Il faudrait arrêter de vivre, quoi. Et donc il faudrait arrêter de vivre. En Inde, le jaïnisme, c'est une religion justement qui prend en compte ça. Et effectivement, quand j'étais en Inde, je ne sais pas si toi tu as été en Inde, c'est ces personnes qui ont un masque devant la bouche pour justement ne pas avaler par inadvertance des insectes, parce que le vivant est si important qu'en fait même les insectes ne devraient pas mourir par la faute des êtres humains, et ils filtrent leur eau pour ne pas avoir justement ces micro-organismes dans l'eau, pour ne pas ingurgiter ces micro-organismes, et ils ne mangent pas de produits fermentés. Donc c'est la seule religion au monde, la seule communauté au monde qui intentionnellement prend en compte cet invisible et le microscopique et n'établit pas du coup de hiérarchie entre les êtres vivants puisque c'est tout être vivant. Point. Et donc Noémie, elle le dit bien, c'est que le fait d'élever ou d'accompagner ce vivant et ensuite de donner la mort, en fait nous ramène à une pleine conscience et nous permet de nous rendre compte que en fait ça fait partie de l'ordre naturel des choses et c'est après ce qu'on en fait, c'est effectivement ne plus jamais manger un jambon sous plastique vendu en supermarché, aller vers des producteurs, productrices qui ont une conscience et qui font ça de manière éthique, avec une morale et avec eux aussi à leur tour cette conscience de donner la mort, mais parce que c'est la vie et c'est
toute cette question de subsistance. Moi, c'est ma marotte, la subsistance, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on est passé d'une économie de subsistance à une économie de marché. Mais si on était resté sur une économie de subsistance, où tout le monde participait à l'apport de nourriture, en fait, on aurait encore cette conscience vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des plantes, vis-à-vis du mode de production, parce que tout le monde était impliqué d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on ne sait même plus qui produit nos aliments. On ne sait même plus d'où ça vient, on ne sait plus qui les produit, on ne sait plus comment c'est fait, on ne sait plus quels sont les additifs ou les substances qui sont introduites sur ces aliments. Enfin voilà, on a perdu, ça a dérapé, on a perdu le contrôle là-dessus. Et nos ancêtres et je pense les civilisations qui ont encore un lien très puissant avec la nature, avaient conscience de ça. Et la relation du coup avec la mort était beaucoup moins brutale et beaucoup moins pathologique. Elle était beaucoup mieux vécue et il y avait même des rituels, des cérémoniels et c'était beaucoup moins... c'était certainement pas un tabou, au contraire. Et nous, on vit vraiment dans une société où on a mis un écran devant la mort et on veut plus voir la mort, sauf dans des barquettes en polystyrène. Un étudiant américain a tenté de se nourrir uniquement de fast-food pendant 15 jours. Au terme de cette période, il avait perdu 40% de sa faune bactérienne intestinale, soit l'équivalent de 1400 espèces. A l'inverse, l'examen du microbiote des Yanomami, peuple indigène vivant dans la forêt tropicale et les montagnes situées au nord du Brésil et au sud du Venezuela, montre que grâce à l'isolement de leur village et l'absence d'interaction avec des personnes occidentales, ils présentent la diversité de bactéries la plus grande jamais observée dans une communauté humaine. Chez les Hadza, l'une des dernières tribus africaines de chasseurs-cueilleurs, le microbiote évolue même en fonction des saisons et des ressources alimentaires disponibles. Il est incroyable de penser que notre estomac était aussi connecté au cycle de la Terre. Page 53. Pour terminer, j'aimerais partager une petite citation de ton livre, à nouveau, d'un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le partage de la fermentation, mais évidemment, les gens vont acheter ton livre pour découvrir tous les sujets qui sont dedans. C'est la fermentation inverse l'échelle de nos valeurs. Ce qui est gratuit devient une véritable richesse qu'on partage et transmet. Est-ce que tu veux expliquer cette phrase et puis partager le mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent, des conseils que tu as envie de donner ou en tant que paysanne? Donc effectivement, il y a vraiment cette notion de partage et de transmission dans la fermentation. La fermentation, comme je le disais, c'est quelque chose de très simple, très accessible, qui est pratiqué depuis toujours par les êtres humains. Et il n'y avait pas de valeur marchande. On donne le levain qu'on a en trop, on donne les graines de kéfir, on donne la mer de kombucha. Et aussi, auparavant, tout ce qui tournait autour des fermentations, c'était des grands rassemblements communautaires ou collectifs. Les vendanges, le fait de faire cuire son pain dans le four banal, donc le four du village qui était allumé une fois par semaine. En Corée, encore à l'heure actuelle, la fabrication du kimchi, qui est une préparation fermentée de légumes, c'est communautaire. Les voisins, voisines, la famille se rassemblent pendant plusieurs jours pour préparer le kimchi, qui est qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a vraiment cette notion de communautaire très importante. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une société individualiste, où c'est du chacun pour soi, ou dans une famille nucléaire. Finalement, la fermentation, elle pourrait nous ramener à ça, à ce grand partage. La fermentation, on a besoin aussi de quelqu'un pour nous l'apprendre. Vous pouvez regarder des tutorats, pourquoi pas, mais vous n'aurez pas le goût. Et il faut goûter pour déjà savoir si vous aimez ou pas. Et c'est des goûts, ça s'apprend. C'est pas figé. Heureusement, le goût est un des sens qu'on peut continuer à exercer ou en tout cas à amplifier tout au long de sa vie.
on peut apprendre à découvrir le vin à 40 ans. On peut diversifier sa nourriture, rentrer dans la gastronomie, et la fermentation fait ça, et elle amplifie le goût. Je propose justement des ateliers, justement parce qu'on n'apprend pas tout seul la fermentation. Et je fais des ateliers justement pour faire goûter plein de préparations, et pas que de la choucroute et des bâtonnets de carottes sur riz, ou lactofermentés. Justement, j'essaye de vraiment montrer la panoplie, la diversité. Encore, c'est quelques exemples, c'est une dizaine de choses qu'on va déguster, mais sur les centaines de choses qui peuvent exister, parce qu'après, ça peut aller très loin dans la créativité. Et donc, il y a vraiment cette notion de transmission qui est énorme, et une communauté qui est absolument passionnante et riche. Là, grâce à ce livre, je voyage un peu et je rencontre beaucoup de gens, et des profils incroyables, des artisans, des artisanes de la fermentation qui ont des super projets. Vraiment, c'est très positif la fermentation. On peut le voir d'une manière négative, justement, au départ, se dire voilà, c'est pourri, ça sent mauvais, je connais pas, j'ai pas envie de me lancer. Mais vraiment, il faut passer ça, parce que ça, c'est culturel, parce que l'étranger fait peur, on le sait de plus en plus, et vraiment, il y a quelque chose d'absolument magnifique de se dire je vais ouvrir mes horizons, je vais à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux goûts, et donc de nouvelles personnes. Et cette communauté de fermenteurs et de fermenteuses, elle est incroyable. Je rencontre des gens, mais je suis subjuguée par leur énergie, leur joie de vivre. C'est très positif, la fermentation. Il y a vraiment ce côté très joyeux. Et effectivement, sur la valeur marchande aussi, comme je le disais, donc c'est gratuit parce qu'on se l'échange, on se passe. Il y a beaucoup de troc aussi qui est effectué. Là, j'étais au Festival de la fermentation Umami à Nantes il y a 10 jours, et en fait, tout le monde troquait ses préparations, ses bocaux, ses expérimentations. Et ça nous fait aussi ressortir du capitalisme, dans la mesure où quelle est la valeur qu'on donne à ce geste ? Parce que c'est du temps passé. Évidemment, c'est un peu de temps, c'est pas non plus des heures, mais c'est un peu de temps. Mais quelle est la valeur qu'on donne à un pain qu'on a fait soi-même ? En fait, c'est incalculable. On ne peut pas. Il faudrait lire le bouquin de Geneviève Pruvot. Voilà, exactement. Le Geneviève Pruvot, elle est absolument incroyable aussi. Vie quotidienne, et puis aussi La subsistance au quotidien. C'est 2 ouvrages incroyables, un peu exigeant à la lecture, mais elle a vraiment toutes les clés par rapport à cette question de subsistance et à cette valeur qu'on ne peut pas quantifier, parce que, comme je disais, c'est du partage, et c'est aussi un don de soi. Quand on m'offre un produit fermenté, si Opaline, demain tu viens et que tu m'offres des fleurs, je te dirais merci, des fleurs, mais offrir un pain, ça a une valeur absolument énorme. C'est l'intention que tu as mis dedans, c'est le temps que tu as passé, parce que ça se fait pas comme ça en deux coups de cuillère à peau. C'est le temps de la fermentation, le temps de faire lever ton pain, le temps de pétrir ton pain, le temps de le cuire, et y avoir pensé, et l'apporter, et le donner, et l'offrir, et ensuite le partager. Je veux dire, la symbolique, elle est absolument folle. C'est une manière de s'extraire du marchand, pour revenir à du non-marchand. Et pour le mot de la fin, c'est ça, c'est cette résistance cet acte de résistance qu'on peut tous et toutes avoir dans nos cuisines. Et si on ne pratique pas dans la fermentation, dans notre alimentation, pour s'opposer à un système qui est quand même un système de domination, d'oppression, ou en tout cas qui n'est pas joyeux à l'heure actuelle, et ça permet de réintroduire un peu d'espoir et un peu de positif, je trouve, dans nos vies. Et on en a besoin. Merci Yann, et donc je redis le nom de ton Opaline. livre, Fermentation Rébellion, petite philosophie de la fermentation, aux éditions des Équateurs, et je remercie Jeanne, l'éditrice, qui me l'a envoyé. Oui, merci Jeanne, beaucoup, pour tout ce que tu fais. Merci Opaline. Et voilà, ce reportage est terminé. Je remercie Huyenne d'être venue en Bretagne et d'avoir créé l'espace pour cet entretien. Margot, de l'association Apicultors, qui m'a permis de rencontrer Huyenne. Dominique, du café librairie La Dame Blanche à Port-Louis, où nous avons enregistré l'épisode.
et Jeanne des éditions des Équateurs qui m'a envoyé le livre en octobre 2024. Enfin, merci à Camille de m'avoir prêté sa voix pour lire quelques extraits du livre. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir et de continuer à rester inspiré. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Je vous invite maintenant à essayer de remarquer comment vous vous sentez après cette respiration et quels apprentissages sont en train de germer suite à l'écoute de cet épisode. Si ce reportage vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un petit commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire à opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don via le lien Tipeee en description de l'épisode. Vous pouvez aussi faire un don via un virement. Dans ce cas, écrivez-moi et puis je vous enverrai mon RIB. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera du bien.